La première, l'histoire continue. Bertrand N, Hélène Maquet. Des chercheurs britanniques ont pour la première fois cloné un mammifère adulte. Dolly, première brebis clonée. Après le cochon, la vache, la brebis, peut-on imaginer son application à l'homme ? Les dérives et la dégradation de l'être humain seraient certainement possibles. On dit souvent que ce sont les hommes et les femmes qui font l'histoire. Mais il arrive parfois que les animaux inscrivent leur nom dans le marbre. Il y a pratiquement 30 ans, une brebis devenait mondialement célèbre. Son fait d'armes, être la jumelle de sa mère. Dolly la brebis est devenue le premier animal cloné à partir d'une cellule prélevée chez un adulte. Avec Dolly, le thème du clonage animal et humain a surgi dans l'actualité. Un moment de rupture scientifique mais surtout éthique, car le clonage de Dolly a suscité des avancées majeures en matière de bioéthique. Qu'est-ce que Dolly a encore à nous raconter aujourd'hui ? Où en est le clonage ? Que deviennent les espoirs en matière de médecine ? Et où en sont les rêves dystopiques de réplication de l'humain, de bébés parfaits et de sélection génétique ? La première, L'histoire continue. Bonjour à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Et que reste-t-il de Dolly ? C'est la question du jour. Célèbre brebis clonée en 1996. Elle est aujourd'hui empaillée dans un musée à Édimbourg, en Écosse. On peut aller la voir, près du laboratoire qui l'a fabriquée et réalisé une première mondiale qui avait défrayé la chronique. Dolly a marqué la science, marqué la société aussi et surtout, je dirais, en ouvrant un débat sur le clonage et les manipulations génétiques. Oui, puisqu'on a beaucoup parlé de Dolly à la fin des années 90, ce fut l'un des sujets de débat les plus traités de l'époque, avec en toile de fond le clonage des êtres humains. Dolly a donné lieu à une importante avancée en matière de bioéthique, avec des réglementations un peu partout dans le monde pour encadrer la recherche et pour empêcher les dérives. Mais où en est donc ce débat aujourd'hui ? Où sont passés les rêves de clonage, que ce soit pour les animaux ou pour les êtres humains, des créations de corps de réserve pour greffe d'organes, dont on parlait beaucoup à l'époque, de la mise au monde de bébés parfaits, sélectionnés génétiquement. C'est ce qu'on va tenter de comprendre en replongeant dans les riches archives de la RTBF et en discutant avec Vincent Martin Schmetz. Bonjour. Bonjour. Vous êtes doctorant à l'ULB et membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique. Vous êtes un jeune chercheur, alors j'imagine que Dolly ne vous a pas marqué, vous étiez peut-être trop jeune au moment où elle est née, mais est-ce que c'est une histoire que vous trouvez importante de raconter à nouveau ? Ah oui, bien sûr, c'est clairement un moment où il y a un imaginaire qui a été dépassé, celui du clonage, et qui a ensuite aussi beaucoup influencé les récits de science-fiction du début des années 2000, avec beaucoup de productions qui ont aussi marqué mon enfance, par exemple. Et par ailleurs, c'est un sujet qui conserve une certaine forme d'actualité, même si il y a d'autres technologies qui sont apparues entre-temps et qui, elles, ont un peu supplanté le clonage. On en reparlera, j'imagine. Ouais, mais des clonages, il y en a encore aujourd'hui. Tout à fait. Et ouais. des découvertes en matière de clonage aujourd'hui. Oui, en tout cas, jusque très récemment, 2024 encore, on avait des nouveaux papiers là-dessus. Où en est le clonage ? C'est ce qu'on verra juste après cette plongée dans nos archives. On part au début des années 2000. Nous sommes le 13 février 2003. Après un léger tressaillement, la seringue déverse calmement son produit. La pupille se dilate lentement. Les muscles se détendent. La respiration se calme jusqu'à devenir imperceptible. La mort survient en quelques minutes. L'arthrite s'efface, la maladie qui ronge les poumons s'oublie. L'euthanasie d'une brebis est une chose banale. Mais pas cette fois, car cette brebis s'appelle Dolly. La brebis Dolly n'est plus de ce monde. Elle a dû être euthanasiée aujourd'hui. Elle souffrait en effet d'une maladie pulmonaire incurable. Dolly avait été la première brebis clonée et sa mort remet de nouveau en question la technique du clonage qui aurait engendré ici un vieillissement prématuré et des problèmes de santé. Dolly était née il y a 6 ans dans un laboratoire écossais. C'est ce même laboratoire qui a annoncé aujourd'hui la mort de l'animal. La moitié de la durée de vie d'une brebis normale. 6 ans pour devenir la brebis la plus célèbre du monde. 6 ans pour installer un débat international sur le clonage, ses opportunités et ses dangers. Pour Dolly, tout commença donc le 2 avril 1996 à Édimbourg.
Des chercheurs britanniques ont pour la première fois cloné un mammifère adulte. En clair, ils sont parvenus à produire la copie génétiquement identique d'une brebis adulte. Une première scientifique qui ouvre la porte à un vieux mythe, celui de la reproduction à volonté d'un être vivant et donc aussi d'un être humain. L'annonce de la naissance intervient quelques mois plus tard, mais fait la une de tous les journaux. Un exploit scientifique et technique qu'il faut expliquer au grand public. Un clone, cela signifie que Dolly est génétiquement identique à sa mère, c'est-à-dire aussi semblable à celle-ci que le sont deux jumeaux vrais. Pourquoi ? Parce que Dolly a été conçue sans père et n'a donc hérité que des gènes de sa mère. Comment ? Les chercheurs ont d'abord prélevé quelques cellules d'une brebis adulte. Ils ont ensuite prélevé sur une autre brebis un ovule dont ils ont retiré les chromosomes. Et ils ont fusionné cet œuf sans matériel génétique avec celui de la première brebis. L'œuf a été réimplanté dans l'utérus d'une troisième brebis qui a joué le rôle de mère porteuse jusqu'à la naissance de Dolly, une agnelle génétiquement identique à la première brebis dont on avait prélevé quelques cellules. Dolly a déjà 6 mois et elle fait son entrée dans le grand livre de l'histoire des sciences. C'est la preuve que l'on peut, à partir d'une cellule adulte, reproduire à l'identique de manière asexuée et à l'infini un autre adulte. Mais le progrès scientifique est vite éclipsé par les risques du clonage massif d'animaux et surtout un jour du clonage des êtres humains. L'étape suivante sera de faire l'expérience avec une vache fort similaire au mouton et il faudra beaucoup de travail pour la réussir avec un cochon. Après le cochon, la vache, la brebis, peut-on imaginer son application à l'homme ? Pas aujourd'hui, mais demain ou après-demain, c'est tout à fait réalisable. Est-ce que son application à l'homme vous fait peur ? Oui, l'application à l'homme pourrait faire peur parce que vraisemblablement les dérives et la dégradation de l'être humain seraient certainement possibles. Une personne de 40 ans ayant quelques cellules cérébrales en moins ou ayant un foie qui ne fonctionne pas pourrait souhaiter cloner son propre individu et utiliser les cellules fœtales ou les cellules, je dirais, d'un être humain pour les réimplanter et le guérir. Est-ce qu'il y a une législation qui interdit le clonage de l'être humain ? À ma connaissance, en Belgique, il n'y a pas de législation qui directement interdit le clonage de l'être humain. Les questions fusent et les inquiétudes montent. Et pendant ce temps, à Édimbourg, Dolly a déjà une petite sœur. Après Dolly, Polly, c'est une nouvelle découverte sans aucun doute très importante. Après la première brebis clonée qui s'appelait Dolly, Polly est née. C'est la première agnelle porteuse de gènes humains. Cette découverte signifie en fait que les scientifiques pourraient créer des troupeaux entiers de moutons identiques qui vont produire entre autres des produits sanguins destinés à la médecine humaine. Dolly entraîne le monde dans une vague de progrès génétiques et aussi de questions sans réponse. Les annonces de clonage se multiplient et de l'autre côté de l'Atlantique, certains voient déjà très grand. Ainsi, un Américain, Richard Seed, spécialiste des problèmes de fécondation, se dit prêt dans les 3 mois à ouvrir des cliniques de clonage d'êtres humains. Il y a des volontaires, il ne lui manque que $2 millions et Richard Seed n'a aucun état d'âme. Non, je pense que c'est un merveilleux concept et je crois que mon projet sera une contribution importante au développement de la civilisation. Rien n'interdit à ce savant de tenter l'expérience car le vide juridique est immense. Richard Seed, 69 ans, veut donc cloner des humains. Pour des couples infertiles fortunés, il va réunir jusqu'à $800 000, mais sans parvenir à ses fins. Il annonce alors vouloir se cloner lui-même, puis même vouloir recréer sa femme décédée. Richard Seed s'expliquera « Dieu a voulu que l'homme ne fasse qu'un avec lui. Le clonage est la première étape sérieuse vers cette union. » Fin de citation. L'Amérique découvre qu'il n'y a pas vraiment de loi pour empêcher le clonage humain. La Belgique découvre que c'est la même chose chez elle. Chez nous, il existe bien une convention sur la bioéthique, une initiative du Conseil de l'Europe que la Belgique n'a pas signée. Théoriquement, rien n'interdit à quelqu'un demain de cloner des êtres humains ici en Belgique. Ah non, rien n'interdit. Oui, j'ai même pas l'impression que ça doit être très, très, très difficile. Donc il faut au plus vite remplir ce vide juridique selon vous ? On aurait déjà dû le faire, je pense qu'il faut le faire. Aux États-Unis, en Belgique, comme dans beaucoup d'autres pays, le clonage de Dolly agit donc comme un électrochoc réveillant les dangers du clonage humain à visée reproductive. La préoccupation devient majeure
et une convention internationale qui l'interdit est signée quelques semaines plus tard à Oviedo, en Espagne. Le Conseil de l'Europe suit. Halte au clonage humain. 19 pays membres du Conseil de l'Europe ont signé ce soir à Paris un protocole qui prévoit l'interdiction du clonage humain. Ce protocole est l'émanation d'une convention qui n'a pas été signée par la Belgique, alors que la polémique fait rage, notamment aux États-Unis, pour tenter d'interdire les expériences de clonage humain. On peut se demander pourquoi la Belgique, comme bien d'autres pays, n'a pas adhéré à ce premier instrument juridique contraignant. Dans le concert des nations, la Belgique fait donc partie de ces pays qui refusent une interdiction totale et restent en marge de cette régulation internationale. C'est notamment la question de la recherche sur les embryons qui divise. Les clivages philosophiques ressortent entre catholiques, partisans d'un encadrement très strict, et les laïcs, beaucoup plus ouverts. ULB contre UCL, au débat de mise au point. Enfin, en tant que catholique, vous le savez bien, je suis opposé fermement à l'expérimentation sur embryon et je le dis au clonage et à l'expérimentation sur l'embryon et je le dis clairement. Oui. Au niveau de l'expérimentation, je suis très fermement contre une interdiction. D'une part, parce que je suis favorable à l'expérimentation sur l'embryon et ce que je crois, c'est que en disant non à l'expérimentation par clonage, c'est en fait non à l'expérimentation qu'on dit, sans vraiment le dire. Vous avez peur qu'en interdisant la copie vivante, on interdise le clonage d'embryon? Non, c'est-à-dire qu'en interdisant le clonage d'embryon, en fait, on interdit l'expérimentation. Le temps du débat et de la régulation freine à peine les avancées scientifiques. Souris, porcelets, singes, veaux, les expériences de clonage continuent, surtout en Angleterre et aux États-Unis. Dolly, la célèbre brebis clonée écossaise, n'est plus seule. Des scientifiques de l'université de Hawaï viennent de réussir le clonage de souris. Et ce travail des chercheurs hawaïens ouvre la porte à une série de nouvelles avancées médicales. On se pose pas mal de questions éthiques à propos du clonage. On s'en pose encore plus quand cette technique a pour seul but de satisfaire le bonheur des propriétaires de chiens et de chats fortunés. L'idée de cloner un chien et un chat a germé dans l'esprit de certains scientifiques et entrepreneurs aux États-Unis. Les expériences sur le clonage continuent, certaines avec succès. La firme britannique qui avait contribué au clonage de la brebis Dolly annonce la réussite d'une opération similaire sur des porcelets. Et toujours dans le domaine des recherches génétique, un laboratoire privé américain vient d'annoncer la découverte de la fontaine de jouvence. Formule peut-être audacieuse, cependant, pour la première fois, grâce à une technique de clonage animal, le mécanisme de vieillissement des cellules a été inversé. Dans cette frénésie d'expérimentation et de découverte, le sérieux se mélange au plus fantaisiste. La secte des Raéliens, par exemple, s'empare du clonage pour relancer son entreprise d'abus de faiblesse. Oui, on dit que la science a des limites, le délire humain, lui, semble confiné à l'infini. Les Raéliens professent que l'humanité fut créée voici 25 000 ans par des extraterrestres venus en soucoupe volante. Jusque-là, on doit à cette fois le respect des opinions divergentes, et puis après tout, ce n'est pas tellement plus saugrenu que d'autres explications sur la Genèse. Mais les Raéliens vont plus loin, ils proposent le clonage comme bénédiction ultime. Le créateur de la secte, le journaliste, oui, nul n'est parfait, Claude Vorillon, affirme que le clonage permettra à l'humanité d'accéder à l'éternité. Cette la palissade vaut ce qu'elle vaut, on ne sera pas là pour la vérifier. Mais plus inquiétant est ce projet de clonage annoncé par une biologiste, ou prétendue telle, biologiste française et raélienne. Elle propose de cloner les cellules d'un bébé mort. Brigitte Boisselier, c'est le nom de cette digne descendante des Martiens, affirme qu'elle a tout ce qu'il faut pour y parvenir, y compris bien sûr les $200 000 offerts par les parents du bébé. Entre science et science-fiction, expérimentation sérieuse, croyances délirantes, et puis surtout appétit commercial, Dolly aura soulevé bien des fantasmes, suscité bien des débats et bien des questions sur le clonage humain. Le sommet semble atteint avec la promesse d'un clonage à but reproductif par le gynécologue italien Severino Antinori, un gynécologue déjà célèbre pour avoir réussi une fécondation in vitro sur une femme ménopausée de 63 ans. L'annonce faite hier devant la très sérieuse Académie des sciences de Washington de cloner des êtres humains dès le mois de novembre prochain dépasse en audace tout ce qu'il avait fait jusqu'à présent. Devant une trentaine de scientifiques de renom, incrédules ou horrifiés, il a expliqué comment il allait produire des embryons humains à partir d'une cellule du corps d'un père ou d'une mère, l'enfant à naître étant une copie génétiquement conforme d'un des parents. Une méthode rigoureusement identique à celle qui a donné la naissance à la célèbre brebis Dolly.
Comme Richard Seed, Severino Antinori ne mènera pas à bien son projet. La faute, sans doute, à des limites techniques, mais surtout aux réactions négatives d'une bonne partie du public et de la communauté scientifique. Dolly est morte en 2003, l'année où le clonage humain reproductif est interdit aux États-Unis et dans la plupart des pays d'Europe et du monde. En Belgique, le clonage d'embryons humains à visée thérapeutique reste cependant autorisé dans des limites strictes. Quant au clonage d'animaux d'élevage et de compagnie, il est autorisé et utilisé dans de nombreux pays, plus encadré dans d'autres, mais continue à susciter des débats. La première, l'histoire continue. On évoque donc l'impact qu'a eu la naissance de la brebis Dolly, premier animal cloné, avec Vincent Martin-Schmetz, doctorant à l'ULB, membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique. D'abord, au-delà de la prouesse technique, est-ce que ce clonage a vraiment changé les choses ? Est-ce que ça a été une rupture ? On a plutôt l'impression que le clonage, finalement, c'est resté dans les laboratoires et ça s'est pas tellement imposé, par exemple, pour créer des animaux d'élevage. On a un peu le sentiment que ça a disparu des radars. À l'époque, c'était une vraie rupture ? Ça a été principalement une rupture psychologique. En fait, c'est vraiment un imaginaire qui a été dépassé avec la naissance de Dolly. Surtout que cette naissance, elle est arrivée de manière beaucoup plus précoce que ce que la communauté scientifique imaginait à l'époque. Mais par contre, c'est vrai que d'un point de vue scientifique, la postérité au fait du clonage est assez limitée, mais c'est principalement dû au fait à l'apparition de deux techniques qui sont intervenues pour la première en 2006. Ce sont les cellules iPS, donc les cellules pluripotentes induites, on en reparlera peut-être, et puis encore plus en 2013 avec un outil d'édition du génome humain qui s'appelle CRISPR-Cas9, qui en fait, même si on va peut-être développer un peu plus tard le concept, vont permettre de faire la même chose que le clonage, mais de manière plus rapide, plus précise, en dépensant moins de ressources et surtout en utilisant la plupart du temps pas d'embryons humains ou en tout cas en bien moindre quantité, ce qui permet de réduire aussi toute une série d'enjeux éthiques et donc réglementaires. Donc c'est un peu obsolète. Aujourd'hui, le clonage, il y a encore quand même le clonage à la Dolly, à l'ancienne, il est quand même encore utilisé quand même. Alors, il y a encore une actualité du clonage, ça c'est sûr. En 2024, il y a une équipe chinoise qui a par exemple réussi à cloner pour la première fois un singe rhésus, donc un primate dont le patrimoine génétique est quand même extrêmement proche de celui de l'humain. Donc clairement, et c'est pas des obstacles techniques par exemple qui aujourd'hui forment fondamentalement une barrière au clonage reproductif humain. Si on voulait cloner un être humain, aujourd'hui on pourrait le faire techniquement. Peut-être pas demain, mais il faudrait pas énormément de ressources pour y parvenir, je pense. Mais il faut quand même garder à l'esprit que le taux de succès est très faible. Chez les primates, notamment chez le singe rhésus, on est sur un taux de réussite inférieur à 1%. Donc il faut quand même imaginer beaucoup d'embryons humains qui vont être détruits pour parvenir éventuellement du coup à la naissance d'un humain qui serait cloné. Alors avec Dolly, on l'entend directement, dès l'annonce de sa naissance en 1997, c'est le clonage humain qui devient une préoccupation, plus que le clonage des animaux. Il faudra parler des deux sujets. Avec des scientifiques qui annoncent qu'ils vont utiliser, certains d'entre eux, la technique de Dolly sur des humains. En fait, pourquoi ça n'a pas marché ? On a entendu Antinori, Richard Seed aux États-Unis qui disait « en 3 mois, je vais le faire ». Qu'est-ce qui s'est passé là pour que ça n'arrive pas ? D'abord, il y a eu des obstacles techniques. Ensuite, il y a aussi des obstacles éthiques. Il faut bien se rendre compte que la communauté scientifique, très rapidement, a alerté sur les dérives qui pouvaient être liées au clonage reproductif humain. Et puis, il y a aussi, tout simplement, une communauté politique, la société, qui s'est quand même un peu effrayée à l'hypothèse d'avoir des enfants qui seraient, entre guillemets, régénérés pour compenser, par exemple, la perte d'un enfant décédé. Il y avait quand même un certain nombre d'enjeux éthiques en matière de respect de l'individualité des personnes en termes d'instrumentalisation du vivant qui ont amené très rapidement, au début des années 2000, à toute une série de réglementations qui ont rendu ça inenvisageable. Oui, c'est ça qui est intéressant, c'est la rapidité quand même de la réaction. Et la société qui se dit d'elle-même presque « Ah, ça va trop loin ».
Mais en fait, on en a un tout petit peu parlé en off, mais en fait, le début des années 2000, c'est vraiment une période qui est une période de bouillonnement réglementaire sur les questions bioéthiques, parce que c'est le moment où on franchit toute une série de limites techniques et où on parvient très rapidement à faire un nombre de choses qui étaient complètement inenvisageables, parfois encore 20 ans plus tôt. Juste, il faut se rappeler que le moment où on découvre la structure en double hélice de l'ADN, donc avec Watson, Crick et Franklin, on est en 1953. On clone Dolly à peine 40 ans plus tard. Et aujourd'hui, quand on voit ce qu'on est capable de faire sur le patrimoine génétique humain, moins de 80 ans après, le simple fait d'avoir découvert la structure, c'est extrêmement impressionnant. Oui, mais alors, donc rapide réaction, on va revenir un peu là-dessus, vous disiez début des années 2000, foisonnement scientifique et technique, foisonnement bioéthique et réglementaire. Avec, ça c'est peut-être aussi la marque du début des années 2000, beaucoup de discussions internationales quand même. On parle de la Convention d'Oviedo, c'est le Conseil de l'Europe. Donc évidemment, c'est des pays qui décident à la fin, et on va voir la position de la Belgique après. Mais il y a une volonté au niveau international de réguler. Oui, parce qu'en fait, les craintes, elles sont communes partout. Et par ailleurs, sur les sujets bioéthiques, une des problématiques qu'on rencontre le plus souvent, c'est ce qu'on appelle le dumping éthique. En fait, vous pouvez interdire toute une série de choses dans un pays. Si le pays d'à côté l'autorise, au fait, les gens tout le monde va aller là-bas. Et on voit bien ça en Belgique avec l'avortement, où au fait, il y a des gens qui vont aller aux Pays-Bas parce que le nombre de semaines à l'intérieur desquelles on peut procéder à un avortement est plus élevé. On voit ça aussi avec les Français qui viennent recourir à l'euthanasie en Belgique. Enfin, c'est vraiment une problématique qui est très courante sur les sujets bioéthiques. Et alors, la Belgique, parce que on l'a entendu un petit peu dans le reportage, ce débat de mise au point avec un professeur de l'UCL et un professeur de l'ULB, c'était en l'occurrence Yvon Angler, qui ravivent des très vieux clivages philosophiques. La Belgique, elle n'a pas ratifié tout de suite, en tout cas, la Convention d'Oviedo. Elle l'a toujours pas fait. Voilà, elle l'a toujours pas fait. Et donc, on reste un pays plus ouvert que sur ces questions-là que la France, par exemple, ou que d'autres. Je sais pas comment vous qualifierez ça. Plus ouvert, je sais pas, parce qu'il y a un peut-être pas le bon mot. Jugement de valeur, mais en tout cas plus libéral dans le sens bioéthique du terme sur ces questions-là. Il faut savoir que la raison pour laquelle la Belgique n'a pas ratifié, ni signé ni ratifié la Convention d'Oviedo, c'est parce qu'il y avait une disposition qui interdisait la création d'embryons à des fins de recherche. C'est ce que évoquait vraiment Yvon Angler dans le sujet. Mais c'est vraiment la seule raison. C'est-à-dire que la Belgique, sinon, se conforme à toutes les autres dispositions de la Convention d'Oviedo et les a intégrées dans son droit national. Alors je le disais, il y a eu beaucoup de discussions internationales. Est-ce qu'il y a des pays, vous parliez de dumping, qui eux ont refusé toute régulation et qui reste une forme d'Eldorado pour le clonage et les expérimentations en tout genre? Moi, c'est difficile à dire en tant que juriste parce que je suis pas un spécialiste de tous les régimes juridiques de pays parfois assez lointains. C'est sûr qu'il y a quand même, vous en avez parlé, une fracture entre des pays qui sont plus libéraux, ce sont souvent des pays plus d'inspiration anglo-saxonne, aussi pas mal la Chine, la Corée du Sud, des pays aussi asiatiques. Et puis, de l'autre côté, vous avez une majorité de pays qui, eux, sont plus bioconservateurs sur ces questions-là. Et la France a une très bonne représentante de ça, où parfois le régime juridique change 10 à 15 ans après ce qui se fait en Belgique. Donc c'est marrant de voir ces deux pays qui sont vraiment l'un à côté de l'autre et qui ont vraiment des cultures sur ces questions-là qui sont complètement opposées. Oui, et on va rappeler qu'à l'époque, au pouvoir, ça a sans doute joué au début des années 2000, c'est le gouvernement Verhofstadt qui assume toute une série de ce qu'il qualifie de progrès éthique. Évidemment, dans l'opposition plutôt catholique, on ne qualifiait pas de progrès. Mais cette époque-là aussi, il faut le rappeler. Tout à fait. Et donc, en fait, là, on parle du clonage, mais en fait, c'est aussi la période où on va avoir des dispositions relatives à l'euthanasie qui vont arriver. Peu de temps après, ce sera la PMA. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sujets, au fait, qui vont avoir une actualité et qui vont, en fait, être, entre guillemets, décoincés pendant cette période-là parce qu'il y a des majorités politiques qui sont particulièrement à l'aise de traiter ce genre de sujet. La première, l'histoire continue. On évoque donc le clonage de Dolly la brebis et les débats éthiques qu'il a suscité avec notre invité Vincent Martin Schmetz, doctorant à l'ULB et membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique. Alors on va parler d'aujourd'hui. De vos recherches et de l'actualité, vous vous intéressez aux problèmes éthiques actuels liés aux techniques d'édition du génome humain. Alors il va falloir nous expliquer un petit peu par rapport à Dolly. On a entendu
les explications de l'époque. Pourquoi, en tant que juriste, parce que vous êtes juriste, vous vous intéressez à ces questions-là. Bon, qu'est-ce qui se passe maintenant qui vous interpelle en matière de droit et en matière d'éthique ? Comme je l'avais mentionné précédemment, en fait, ce qui a rendu obsolète le clonage, c'est notamment l'apparition de nouvelles techniques qui permettaient de faire plus simplement, plus rapidement, de manière moins chère, les promesses que le clonage tenait. Parmi ces techniques, en 2013 est apparu un outil d'édition du génome humain en particulier qui s'appelle CRISPR-Cas9 et qui a en fait la faculté de modifier de manière très précise le patrimoine génétique d'un individu pour éventuellement aller corriger un gène qui pourrait être défectueux, mais aussi, on peut l'envisager, pour venir changer un gène en le remplaçant par un gène qui serait plus performant, et donc dans une visée améliorative. Et ça pose quand même toute une série d'enjeux éthiques. Et ça se fait à quel moment ? C'est au moment de l'embryon ? Enfin, comment ça fonctionne ? Il y a Schématiquement, il y a deux cas possibles. Soit on le fait avant la naissance, donc au stade embryonnaire, soit on le fait après la naissance. La grande différence entre les deux situations, c'est que si on le fait sur une personne déjà née, la modification génétique portera sur un nombre limité de cellules. Les cellules, c'est ce qu'on imagine. Voilà. Oui. Par exemple, si jamais vous avez un problème dans la production de protéines qui vont former vos muscles, c'est une maladie, une myopathie classique qui s'appelle la dystrophie de Duchenne, eh bien, si on vous guérit avec CRISPR-Cas9, la modification sera concentrée dans les muscles concernés. Ce sera pas dans les yeux, ce sera pas dans votre foie, enfin voilà, ce sera limité au... On va modifier les cellules qui se trouvent à un endroit précis. Voilà. Cellule par cellule alors ? C'est plus compliqué que ça, mais effectivement, l'idée, c'est en tout cas d'avoir un endroit localisé. Par contre, quand on modifie génétiquement au niveau embryonnaire avant la naissance, après, il y a la division cellulaire, et donc en fait, la modification porte sur l'ensemble des cellules. Ce qui fait que quand les enfants quand les personnes concernées vont eux-mêmes avoir une descendance, ils vont transmettre en fait cette modification génétique en partie à leur descendance. Et donc, c'est une action en fait qui ne s'arrête pas juste avec un individu, mais qui rend possible la modification du patrimoine génétique de l'ensemble de l'humanité. Et ça en est où ? Ça se fait couramment, très exceptionnellement ? Alors, c'est exceptionnel, mais ça va très vite. Il y a deux applications principales qu'il faut avoir à l'esprit. Une première application, c'est les applications thérapeutiques au sens large. Donc, quelqu'un a une maladie génétique, on veut guérir cette maladie génétique, on va modifier généralement, alors on le fait quand la personne est déjà née. Il y a aussi moyen, même si ça c'est pas encore possible, mais ça le sera probablement bientôt, de venir réduire des facteurs de prédisposition à contracter des maladies génétiques, comme par exemple Alzheimer, c'est un bon exemple. Et puis, ça, c'est une première série au fait d'applications. Puis vous avez une autre série d'applications qui, elles, ont plutôt une visée améliorative. Par exemple, on peut envisager, ça c'est plutôt avant la naissance, d'avoir envie d'intervenir sur un certain nombre de traits physiques, la couleur des yeux, les cheveux, etc. Là, on est aussi sur un imaginaire du type le meilleur des mondes, enfin voilà. Et même cognitif peut-être. Alors, même cognitif peut-être, on sait qu'il y a des bases génétiques qui interviennent dans un certain nombre de facultés cognitives, comme par exemple la mémoire. On pourrait envisager, mais là, la science n'est pas du tout encore à ce stade-là, mais de voir effectivement un certain nombre de gènes optimisés, sans certitude absolue, mais de manière à optimiser les chances d'avoir une mémoire plus performante, effectivement. Mais là-dedans, qu'est-ce qui est expérimental et qu'est-ce qui est mis en œuvre dans la réalité auprès de patients ou de personnes ou d'êtres humains ? Alors, il faut savoir que la recherche a lieu. La recherche, ça prend beaucoup de temps parce que une des difficultés principales avec les utilisations d'outils d'édition de génome humain, c'est que quand on modifie un gène, on n'est jamais tout à fait sûr qu'on va pas modifier un autre gène beaucoup plus loin qui ressemble un tout petit peu à la même chose. Donc souvent, on a des périodes de vérification qui sont assez longues. Maintenant, la première thérapie génique somatique, donc sur une personne déjà adulte, existe. Ça s'appelle Casgevy et ça guérit la plus courante des maladies génétiques rares, en l'occurrence la drépanocytose et la bêta-thalassémie. Donc il y a déjà moyen, si on a 2 millions ou 3 millions sous la main. Ah oui, quand même. Oui, c'est vraiment de la dentelle, donc c'est quand même des techniques qui sont assez incroyables. Il y a aussi de la médecine de grande précision qui existe et qui permet encore dans un stade relativement expérimental de guérir des pathologies
uniques chez des individus. Il y a encore récemment un nouveau-né qui avait une maladie du foie qui a été guéri avec ça. Mais là, au fait, on a vraiment dû prendre son patrimoine génétique et le traitement qu'on a trouvé, c'est un traitement qui n'est applicable qu'à lui, en fait, qui est vraiment sur mesure. Donc ça, c'est pour le thérapeutique. Pour le mélioratif, ou en tout cas à la frontière du mélioratif, il y a eu un scientifique chinois qui s'appelle, prononciation non contractuelle, mais Yi Jiankyu, qui lui a procédé à la modification génétique de jumelles avant leur naissance pour leur donner un avantage, en l'occurrence pour les empêcher de pouvoir être contaminés par le virus du VIH. Ah oui. Et donc, les premières personnes modifiées génétiquement au stade germinal, ce qui est quand même un interdit absolu, existent déjà. Et on sait si elles vont bien ? Alors, vous connaissez l'opacité du gouvernement chinois, mais effectivement, on a des nouvelles relativement régulièrement. Mais le problème, c'est que véritablement voir les effets éventuellement négatifs que cette modification pourrait avoir, probablement qu'on le saura dans 20-30 ans s'il y a un cancer qui se développe, par exemple, ou s'il y a d'autres difficultés qui se présentent. Alors, vous évoquez le risque d'une humanité à deux vitesses dans cette utilisation méliorative, donc pour améliorer l'être humain. Est-ce qu'il y a un lien dans le développement de ces technologies avec l'idéologie transhumaniste de la Silicon Valley, des milliards qui sont aujourd'hui investis par certains, plutôt généralement des hommes d'ailleurs, oui, tout à fait. Dans ce type de technologie? Est-ce que ça booste ces nouvelles techniques qui ne sont pas du clonage, donc, mais enfin dont on peut dire qu'elles sont des petits-enfants du clonage de Dolly, quoi? Alors, il faut répondre à cette question en plusieurs temps, mais ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'en fait, les outils d'édition du génome humain, ils sont pas apparus avec CRISPR-Cas9. En fait, on réfléchit à ça depuis franchement les années 60-70. Ouais. Donc, il y avait déjà une période un peu dans le New Age où on aimait beaucoup en fait ce genre de recherches qui ont toujours été très bien financées. Maintenant, effectivement, les transhumanistes, donc en particulier les grands boss de la Silicon Valley, se sont emparés de ces questions, financent abondamment ces éléments, adorent à chaque fois republier des informations scientifiques quand elles sortent. Par exemple, quand on a créé des cochons fluorescents ou quand il s'est agi de financer une start-up qui voulait ressusciter le mammouth laineux. Donc voilà, il y a quand même effectivement un lien très étroit. On voit aussi des personnes comme Johnson, par exemple, qui, eux, ont recours à toute une série de techniques pour essayer de limiter leur vieillissement, parfois même en recourant au plasma de leurs enfants. Donc vraiment, on est sur effectivement des gens qui ont assez peu de limites éthiques dans leur volonté, au fait. Et qui ont des moyens. Oui, des moyens qui sont assez extraordinaires. Et qui permettent aussi l'installation d'un régime politique qui ne va pas forcément chercher à leur mettre des limites. Tout à fait, et en fait, ça pose le cœur du problème, en fait, de cette idée d'humanité à deux vitesses. C'est, en fait, au-delà même de savoir ce dont on est capable de faire, il y a la question essentielle qui est qui va avoir accès à ces technologies une fois qu'elles seront disponibles. Il s'avère que CRISPR-Cas9, en tant que tel, c'est pas un outil qui coûte très cher. Maintenant, il y a des années de recherche à rentabiliser derrière. On le voit avec Casgevy, ce sont quand même des traitements qui sont à plusieurs millions d'euros ou de dollars. Tout le monde n'aura pas accès à ça. Et donc, la question fondamentalement qui va se poser, c'est celle de savoir, en fait, comment est-ce qu'on va régler les questions de discrimination au sein d'une société où vous avez d'un côté des gens qui sont modifiés génétiquement et qui peuvent truster les positions les plus enviables dans la société, et d'un autre côté des gens qui ne sont pas modifiés génétiquement et qui voient donc inscrits les inégalités sociales jusque dans leur patrimoine génétique. C'est ça. Et ça, c'est vraiment, pour les amateurs de science-fiction dont je suis, le scénario de Bienvenue à Gattaca, par exemple. Ouais, qui est un formidable film, d'ailleurs, Bienvenue à Gattaca, sur la sélection génétique, parce que c'était ça l'idée d'individus parfaits qui étaient envoyés, je ne sais plus où, dans l'espace pour aller coloniser d'autres planètes. Alors, justement, en parlant de science-fiction, vous avez parlé du mammouth laineux. J'aime bien ce sujet-là pour terminer sur un sujet un peu plus léger, peut-être, mais quand même, c'était évidemment le sujet de Jurassic Park. Écoutez, il y a une chose que l'histoire de l'évolution nous a apprise, c'est que la vie ne peut pas être contenue. La vie prend le large, la vie conquiert de nouveaux territoires, elle renverse toutes les barrières. C'est parfois pénible, c'est parfois dangereux, mais... Enfin, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais John, vous ne voyez pas le danger inhérent à ce que vous faites ici. Le pouvoir génétique est la force la plus terrible que la planète ait connue, mais vous la maniez comme un enfant qui a trouvé le flingue de son père.
vous vous êtes hissé sur des épaules de génie et pour accomplir quelque chose le plus vite possible. Et avant même de savoir ce que vous aviez, vous l'avez breveté, emballé dans un joli papier cadeau plastique et maintenant vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Comment peut-on sentir qu'on est à l'aube d'une découverte et ne pas agir? Qu'est-ce qu'il y a de si beau dans la découverte? C'est un acte violent de pénétration qui marque au fer rouge ce qu'il explore. Ce que vous appelez découverte, je l'appelle viol de la nature. La découverte, viol de la nature, le célèbre monologue du professeur Malcolm dans Jurassic Park, le premier du nom. C'était avant Dolly, hein, donc c'est pas une fiction qui a été liée à l'histoire de Dolly, mais enfin, quelque part, c'est un sujet, là, aujourd'hui, d'utiliser les connaissances génétiques, éventuellement sur le génome, pour essayer de ressusciter des espèces disparues. Oui, tout à fait. L'exemple du mammouth laineux a beaucoup fait parler, donc c'est souvent celui-là qu'on garde, mais c'est pas le seul exemple qu'on peut avoir à l'esprit. En fait, ces procédés qu'on appelle des procédés de dé-extinction combinent à la fois la technologie du clonage et de l'édition du génome humain. Il s'agit au fait de trouver des fragments d'ADN de mammouth quelque part et d'essayer de reconstituer avec ça suffisamment de patrimoine génétique pour pouvoir, y compris en utilisant éventuellement des outils d'édition du génome pour compléter ce qui nous manque, et puis après d'essayer de procéder par un clonage en utilisant une espèce la plus proche possible. Là, en l'occurrence, l'éléphant d'Asie. Et donc l'idée, ce serait de permettre de voir apparaître avec ça une espèce qui serait la plus proche possible du mammouth laineux. Bon, dans les faits, ce ne sera pas un mammouth laineux parce que avoir un clone parfait de mammifère, ce n'est pas possible. Par ailleurs, personne ici n'a collecté à l'époque un ADN complet de mammouth laineux, donc ça ne sera pas complètement ça. Et puis, par ailleurs, on peut douter du fait que un jour ou l'autre, on va vraiment arriver à ce résultat, aussi pour des considérations à la fois pratiques et éthiques. Pratique, je suis pas certain qu'il y a beaucoup de gens qui ont envie d'avoir un mammouth laineux dans leur jardin. Éthique, il y a aussi la question qui se pose de savoir si est-ce qu'on doit à chaque fois trouver une solution technique à un problème technique qu'on a nous-mêmes posé, au fait, c'est-à-dire on éteint des espèces. Est-ce que c'est toujours par plus de techniques qu'on va réussir à répondre aux questions qu'on a nous-mêmes créées? Et donc voilà, aujourd'hui, ces recherches-là ont fait l'objet de beaucoup de publicité, mais il y a peu de scientifiques qui travaillent dans le domaine qui considèrent ça avec beaucoup d'intérêt. Oui. Et puis alors, pour revenir toujours sur le monologue de Malcolm, il y a cette phrase sur le viol de la nature, bon, qu'on peut qualifier un peu de bioconservateur, hein, voilà. Mais il y a aussi l'idée, voilà, vous avez une recherche, et puis directement vous le vendez, quoi. Hein. Il y a ce côté commercial, ça c'est toujours un élément que vous observez, parce que Dolly, c'était pas si évident. Il n'y a pas eu de débouchés commerciaux directs. Les chercheurs de l'Institut, là, à Édimbourg, ils étaient liés à un institut privé, mais enfin, ça n'a pas débouché nécessairement sur quelque chose. Là, quand même, dans les dernières techniques d'édition de génome, vous craignez plus cet aspect, on peut dire, plus purement commercial. D'abord, il y avait quand même des enjeux économiques énormes avec le clonage, hein, et d'ailleurs encore aujourd'hui, bon, comme on l'a dit, la postérité du clonage n'a pas été énorme, mais on l'utilise encore par exemple pour cloner des animaux particuliers, notamment des chevaux de course, et ça c'est un budget qui est... ou des animaux de compagnie aussi. Ou des animaux de compagnie, justement des gens qui sont assez riches, qui décident de cloner leurs animaux décédés. Bon, dans les faits, encore une fois, il y a une forme d'économie de la promesse, parce que très souvent, si vous clonez un chat, il n'aura pas le même pelage et pas le même comportement, parce que c'est tout à fait le même chat. C'est pas juste un autre chat. Ouais, voilà. Non, on prend un autre chat, voilà, effectivement. Mais donc voilà, il y a un peu ce côté-là. Il y avait quand même des enjeux énormes au clonage, mais qui ont finalement pas atterri parce que, comme on l'a dit, il y a d'autres techniques qui sont arrivées, et les enjeux éthiques et les enjeux économiques sur ces autres techniques, eux, sont immenses aussi. C'est encore le cas avec l'édition du génome humain. Maintenant, il est plus probable que l'édition du génome humain constitue une révolution plus importante, in fine, le clonage, quand on voit à quel point c'est devenu un peu ubiquitaire dans le domaine de la recherche, on l'utilise à toutes les sauces, il est probable que le nombre d'applications finales pour l'édition du génome humain sera beaucoup plus importante. Avec sans doute aussi là un débat massif qu'il va falloir avoir, comme au moment de Dolly, et une régulation internationale qu'il faudra inventer, tout à fait, compléter. Je sais pas. On a quand même pris des enseignements sur la période de Dolly, donc il y a quand même des réglementations qui existent déjà et qui sont déjà aussi dans les pipelines. Maintenant, il y a vraiment une conscientisation du public qui est vraiment l'objectif principal maintenant pour les décideurs politiques, je pense. Et c'est peut-être ça, une grande partie de l'héritage donc de Dolly. Merci beaucoup, Vincent Martin Schmetz, doctorant à l'ULB, membre du comité consultatif de bioéthique de Belgique. Et pour terminer, peut-être juste, Vincent Martin Schmetz, s'il faut voir un film
qui suggère bien des interrogations liées notamment au génome humain. C'est lequel ? Il y en a vraiment beaucoup, mais faites-vous plaisir, regardez Star Wars, en particulier la trilogie des années 2000, avec le personnage de Boba Fett, donc qui est à l'origine de la constitution de l'armée des clones. Là, il y a vraiment tous les enjeux du clonage reproductif humain qui sont représentés, et en plus c'est divertissant, donc faites-vous plaisir. Merci du conseil. Raconter le passé pour éclairer le présent, c'est ce qu'on fait dans l'Histoire continue. Une émission réalisée par Julien Demeuse, préparée et coordonnée par Émilie Malice.